Alors donc, la suite du renversement de la question de l'esclavage, nous sommes toujours donc dans ce cours, c'est la deuxième partie du cours consacré au problème philosophique de l'esclavage. Alors, des réfutations du droit d'esclavage, on en trouve enfin, si on met à part l'argumentaire théologique, c'est-à-dire l'ascanas, on en trouve au XVIIIe siècle. On n'en trouve pas immédiatement dès le XVIe siècle. C'est-à-dire que le droit d'esclavage va devenir un problème philosophique, en fait, au XVIIIe siècle. Mais je crois qu'il serait bon quand même, pour expliquer cette problématique, euh, déjà de faire un peu allusion à une donnée qui va en fait complètement bouleverser la façon enfin, dont on considère les rapports humains et les rapports politiques, c'est l'apparition du droit naturel. Donc en fait, vous voyez, dans cette deuxième grande partie, la réfutation du droit d'esclavage, je vais d'abord avancer une raison, un concept, c'est le concept de droit naturel. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, il y a quelque chose qui change complètement dans la façon de poser les problèmes politiques, les problèmes de la philosophie politique, à partir du XVIIe siècle, c'est la question de la nature du droit ou du fondement du droit. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui va vraiment caractériser, là, ici c'est le premier grand bouleversement philosophique, certainement dû en partie à la découverte du Nouveau Monde, c'est le remplacement du fondement théologique du droit par la notion de droit naturel. Si vous voulez, le droit naturel, c'est l'idée que les rapports de droit entre les hommes ne sont pas fondés par l'autorité divine, par Dieu, par les écritures saintes, entre guillemets, mais en fait qu'on peut les comprendre par le seul moyen de la raison naturelle sans en référer à la révélation, je veux dire par là les croyances religieuses. Hein. Euh, En fait, le constat d'une si vaste diversité dans les usages humains, dans les coutumes humaines, avait déjà très sérieusement fait vaciller l'idée que le pouvoir venait de Dieu et obéissait à des formes voulues par Dieu. Alors, il est vrai que les Européens n'ont pas attendu que Christophe Colomb découvre l'Amérique pour comprendre que les hommes avaient parfois des coutumes fort différentes selon les endroits où ils vivaient, bien sûr. Et on a déjà eu l'occasion à maintes reprises de parler d'Hérodote, qui peut-être beaucoup plus que, enfin bien avant Christophe Colomb, avait déjà une curiosité très acérée sur ces questions-là. Bon, en tout cas, euh, le- les théologiens, depuis saint Paul, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, avait depuis toujours affilié l'origine du pouvoir à la volonté de Dieu, en expliquant voilà, que tout pouvoir vient de Dieu, hein, c'est une citation de l'épître aux Romains, tout pouvoir vient de Dieu, et donc cette citation, cette autorité scripturaire, s'était traduite dans l'histoire européenne, soit par l'idée que Dieu autorise le pouvoir humain, ça c'est l'interprétation minimaliste, encore à peu près décente, soit carrément dans un sens maximaliste, que c'est Dieu qui a tout simplement, enfin les pouvoirs humains, pardon, manifestent la volonté de Dieu. Dieu pose les rois sur leur trône, et puis quand Dieu a décidé de punir un roi, eh bien il dépose les rois à faveur d'une révolution, de changement dynastique, etc. Bon, ça c'est l'interprétation maximaliste. Mais en tout cas, dans les deux cas, vous voyez, le pouvoir vient de Dieu. Bon. Si vous voulez, le concept du droit naturel, c'est que le pouvoir ne vient pas de Dieu, le pouvoir vient des hommes, hein, des rapports entre les hommes, et donc on peut le comprendre par le seul moyen de la raison naturelle. Hein. C'est-à-dire que l'idée de l'origine divine du pouvoir va donc s'écarter, hein, va même disparaître avec le droit naturel. Hein. C'est ça l'acte d'essence de la modernité politique, hein, c'est la réflexion en fait sur l'origine du pouvoir humain. Alors, les principaux noms qui sont associés à cette révolution philosophique, ce sont d'abord les noms d'Hugo Grotius et de Samuel von Pufendorf. Alors,
Ce sont des philosophes allemands et hollandais, Grotius est hollandais, qui sont nés à la fin du... Enfin non, Grotius est né à la fin du XVIe siècle, excusez-moi. On peut considérer que tous les deux sont des philosophes du XVIIe siècle, hein, qui ont vraiment une importance majeure pour la philosophie politique. On trouvera également Thomas Hobbes dans le sillage de leur philosophie du droit naturel, hein. Donc tous les trois appartiennent au XVIIe siècle. John Locke est un peu à la jonction des deux siècles, et puis au XVIIIe siècle, voilà, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau seront les grands représentants de la philosophie du droit naturel. Vous pourrez remarquer peut-être au passage que, à l'exception de Montesquieu, tous sont des protestants, hein, et vous verrez que cela a vraiment une grande importance, puisque en fait, voilà, le protestantisme se manifeste comme d'abord et avant tout la volonté de penser par soi-même, donc de chercher l'origine du pouvoir par la raison naturelle et non pas par simplement l'autorité reçue, même si ce sont donc des gens qui sont croyants. Alors, en tout cas, le point commun entre tous ces représentants, qui sont bon, certainement opposés sur tout un tas de questions, mais il y a quand même un point absolument commun qui les rassemble, hein, c'est que tous cherchent à établir les fondements d'une autorité légitime, non pas en se basant sur l'autorité de la Bible, mais en se basant sur la raison naturelle. Qu'est-ce qui rend un pouvoir légitime? Voilà. Alors, dans cette optique, l'esclavage va de plus en plus passer pour, enfin apparaître comme en fait une pratique de pure violence qui ne peut recevoir finalement aucune légitimation rationnelle, aucun argument véritablement probant. Alors, attention, n'allez pas croire que tous les penseurs du droit naturel sont anti-esclavagistes, cela serait faux. On trouve chez Grotius et Pufendorf des arguments en faveur de l'esclavage, mais progressivement, en fait, si vous voulez, le cadre méthodologique du droit naturel va en fait éroder et réduire à néant les bases juridiques du droit d'esclavage, et cela sera parfaitement éclatant chez Montesquieu et chez Rousseau. Alors, le coup de grâce sera donné par Rousseau, hein, le philosophe de l'égalité naturelle, c'est-à-dire que voilà, Rousseau établira que les hommes sont égaux par leur nature et que c'est la société qui établit des inégalités. Autrement dit, la servitude n'est pas un fait de nature, il n'y a pas d'esclavage naturel. Voilà. Alors, passons ici à des arguments philosophiques plus précis qu'on va trouver par exemple sous la plume notamment de Montesquieu. Euh, donc ici, la réfutation juridique que propose Montesquieu, donc au XVIIIe siècle, hein, dans l'Esprit des lois en 1748. La réfutation que propose Montesquieu est très précise, très rigoureuse, bah, évidemment, bon, les raisons du droit d'esclavage sont évidemment pas très solides quand même, hein, ça tient pas debout très longtemps, mais Montesquieu a vraiment le mérite d'établir très clairement en fait les divers plans sur lesquels se situe le droit de l'esclavage. Alors d'abord, le droit d'esclavage pour lui viole la nature même des choses et la nature même de l'homme. C'est-à-dire que très clairement, ici, il y a une réfutation sans concession, hein, de la pratique de l'esclavage. Et alors, il réfute sur trois niveaux, qui sont à peu près les trois niveaux, enfin en partie, les mêmes que ceux sur lesquels Sepulveda, le droit de la guerre, le contrat d'esclavage et l'esclavage naturel. Oui, donc c'est seulement partiellement commun avec le schéma de Sepulveda. Donc, dans l'esprit des lois, il envisage voilà l'argument du droit de la guerre. Donc, en fait, un peuple vaincu, enfin, pardon, le vainqueur a droit d'esclavage sur le peuple vaincu. Bon, cet argument ne tient pas, puisque si dans un état de guerre, il est permis de mettre à mort son ennemi, sitôt que l'ennemi se rend, ou sitôt que l'ennemi est vaincu et subjugué, l'état de guerre cesse et par conséquent il n'y a plus de droit de mettre à mort l'ennemi. Donc l'argument consistant à dire
les esclaves sont des ennemis qui ont eu la vie sauve, c'est-à-dire qu'en fait c'est un cadeau, quoi. Ils devraient presque être reconnaissants d'avoir eu la vie sauve, hein. Le vainqueur avait le droit de les tuer, mais finalement dans sa grande bonté, dans sa magnanimité, le vainqueur accorde la vie sauve en échange de la liberté. Ce concept, cette argumentation ne tient pas debout, puisque en fait l'état de guerre cesse à partir du moment où l'ennemi a rendu les armes. Donc en fait le vainqueur n'a pas le droit de jeter en esclavage le vaincu. Bon. Puisque l'état de guerre a cessé à partir du moment où il y avait des vaincus. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, le contrat d'esclavage. Alors ici, le contrat d'esclavage, en fait, c'était une pratique qui était tolérée dans l'Antiquité, enfin qui était admise dans l'Antiquité dans certaines cités, par exemple à Rome, ou encore à Athènes, avant les réformes de Solon. Le contrat d'esclavage consistait en fait à garantir, si vous voulez, un prêt sur sa personne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de rembourser une somme que vous avez empruntée, à ce moment-là, vous passez un contrat d'esclavage, plus exactement, vous empruntez de l'argent avec une clause qui prévoit qu'en cas de non-remboursement, votre créancier pourra se payer sur votre personne. Donc en fait, vous jetez en esclavage en dédommagement de l'argent que vous n'arrivez pas à lui restituer. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, il y a un contrat, hein, ce qui est une notion centrale pour les penseurs du droit naturel. Il y a un contrat dont en fait les clauses sont de l'argent contre la liberté. Hein, j'emprunte de l'argent et je le paye au moyen de ma liberté. Si je ne peux pas rembourser, voilà, je me fais esclave. Alors, Montesquieu fait remarquer qu'un tel contrat est nul et non avenu, puisque eh bien, en fait, quand on échange quelque chose, on donne sa liberté contre autre chose. Or, en fait, celui qui fait ce contrat d'esclavage ne gagne pas quelque chose à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, ces biens sont également entièrement confisqués par le maître. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une façon de gagner quelque chose, mais justement le propre de l'esclave, c'est qu'il n'a aucun bien à sa disposition. Donc en fait, en donnant sa personne, il donne également ses biens. Ce qui fait que le contrat, en fait, est nul et non avenu. Il ne s'agit pas du tout d'un contrat et d'un échange, puisque en fait, c'est un contrat à sens unique. Donc c'est pas un contrat. Si vous voulez, un contrat, c'est quand deux personnes contractent ensemble, les deux pardon, sont d'accord pour que l'une donne quelque chose en échange d'autre chose. Bon. Or, là, évidemment, si en fait la condition c'est je donne ma liberté en échange que tu me prennes tout le reste, bon, évidemment, j'ai plus du tout d'un contrat. Donc, cette formule est nulle et non avenue, excusez-moi. L'esclave ne gagne strictement rien dans le contrat d'esclavage, il perd au contraire absolument tout. Bon. Quant à l'esclavage naturel, la raison de l'esclavage naturel consiste à dire que les enfants des esclaves naissent esclaves à leur tour, hein, et ne peuvent pas naître libres. Alors, cette raison tombe également avec les deux autres, hein, puisque de toute façon, si les premiers esclaves, qu'ils soient pris par la guerre ou qu'ils soient pris par un contrat d'esclavage, si les premiers esclaves étaient illégitimes, eh bien, leur progéniture ne peut pas non plus être esclave à son tour. Voilà. Donc une réfutation très claire en fait des différents arguments du droit d'esclavage. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que finalement, ce qu'on retient de Montesquieu, c'est pas tellement l'argumentation juridique, puisqu'effectivement, de toute façon, enfin, les arguments juridiques sont complètement bidons, hein, les arguments en faveur de l'esclavage. Mais ce que l'on retient surtout, c'est la fameuse page de l'Esprit des lois, livre 15, chapitre 5, intitulé De l'esclavage des nègres, hein, dans laquelle Montesquieu tourne en ridicule toutes les raisons plausibles de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, il manifeste ici, il retrouve ici le point de vue du persan, si vous voulez, qui, en exposant naïvement les choses, en montre l'absurdité. Hein. C'est tout à fait le procédé déjà qu'il employait dans les lettres persanes en 1720, hein, donc quelques 28 ans plus tôt. Hein. On expose des pratiques et le simple fait de les exposer naturellement, naïvement, sans arrière-pensée, suffit à montrer leur absurdité complète. Voilà. Alors, c'est exactement en fait le procédé utilisé dans cette page de l'Esprit des lois, qui est vraiment donc finalement la page la plus célèbre de Montesquieu sur l'esclavage, enfin plutôt contre l'esclavage.
Hein. Et c'est une façon de dire que finalement toutes les arguties inventées par les jurisconsultes ne sont et par les conquistadors sont en réalité des sottises, enfin qu'on ne peut absolument pas justifier. Donc tout ce qui demeure, c'est l'ironie cinglante de Montesquieu. Alors si voilà, je vous ai remis je vous ai mis pardon la page de l'esprit des lois intégrale. Euh, je ne vais pas la lire en entier, vous la lirez vous-même, mais les arguments qu'il donne voilà, sont propres à marquer les esprits pour traduire, si vous voulez, l'absurdité du droit de l'esclavage, hein, puisque bah, voilà les raisons qu'il donne. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher pardon, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Puis alors le plus marquant peut-être, hein, on ne peut pas se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, émit une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir, hein, quand même, etc., etc. Bon, alors évidemment, cet argumentaire, donc vous avez compris, totalement en antiphrase, hein, et ce commentaire, pardon, ces considérations, excusez-moi, sont totalement de l'ordre de l'antiphrase, hein, pour montrer en fait l'irrecevabilité pardon, totale en fait des argumentaires sur l'esclavage. Bon, donc vous voyez, avec Montesquieu au XVIIIe siècle, l'esclavage des Noirs devient un problème philosophique. Hein. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il finalement il s'est passé quand même 200 ans entre le moment où l'esclavage des Indiens est un problème, alors disons plutôt théologique, hein, et le moment où l'esclavage des Noirs deviendra à son tour un problème cette fois pour la philosophie, un problème central. Voilà, je m'arrête ici et donc dans la suite, nous allons voir le traitement plus anthropologique de cette question dans la troisième vidéo.